Je vous le relis. Les demandes étaient globalement, en 1994, de même volume et de même nature que les années précédentes. Ce qui réduit à néant l'argumentation de la nécessité. Puisque si, sous la pression du FIS et du terrorisme, le nombre des visas n'a pas augmenté par rapport à une période de 89, par exemple, où il n'y avait aucun terrorisme, c'est bien la preuve que le terrorisme n'a rien à voir avec les demandes de visas et que les 800 000 Algériens qui demandent des visas en France, pour la France, sont en 95 comme en 89 des gens qui viennent, nous dit le CISIA, faire du tourisme, des visites familiales, des séjours professionnels, recevoir des soins ou prendre des inscriptions universitaires. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'ils ne nous disent pas sur les 800 000 touristes, visiteurs familiaux, séjournistes professionnels, malades recevant des soins ou universitaires en cours d'inscription, combien il y en a qui, à l'expiration de leur visa, vont retourner dans leur pays d'origine. Ça, on ne nous le dit pas. C'est peut-être d'ailleurs parce que le chiffre est suffisamment infime pour ne pas être statistiquement signifiant. En tout cas, le CISIA nous dit, refuser des visas, c'est fabriquer des exilés. Et vous allez voir comme ces gens-là sont extraordinairement, intellectuellement tordus, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Refuser des visas, c'est fabriquer des exilés. Refuser les visas, c'est faire le jeu des assassins. Il faut rétablir les possibilités d'aller et retour. En réalité, c'est surtout les possibilités d'aller. Les possibilités de retour, on verra plus tard. Plus que jamais, la société algérienne a besoin de respirer. La société française, on s'en fout. Elle n'a pas du tout besoin de respirer. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire. Écoutez bien, mais c'est à pas croire. C'est imprimé, je vous prends à témoin. Pour que les Algériens puissent continuer à vivre dans leur pays et à le préserver du pire, le CISIA demande aux autorités françaises la reprise de la délivrance normale des visas. Alors moi je sais bien, je suis un abruti d'abord parce que je suis d'extrême droite, en plus parce que je suis un simple français, catholique et français toujours, donc j'ai toutes les doses nécessaires au crétinisme avéré et définitif. Mais quand je lis qu'on me dit ou qu'on m'écrit que il faut, pour que les Algériens puissent continuer à vivre dans leur pays, qu'on leur donne la permission de s'installer en France, je dis à ces messieurs du CISIA, passez-moi l'expression, éloignez les enfants du poste, est-ce que vous allez vous foutre longtemps de ma gueule? Parce que c'est exactement ça. Vous vous foutez de ma gueule, vous me prenez pour qui? Si les Algériens veulent vivre au pays, moi alors là je suis 100% d'accord. Je dirais même 1000% d'accord. Et je ne vois pas la nécessité de leur donner des visas pour venir en France s'ils veulent vivre au pays. Et puis deuxièmement, je voudrais reprendre une démonstration que j'ai déjà faite plusieurs fois. Elle procède en 2 points. Premier point, je trouve scandaleux que les gens du CISIA, qui sont certainement du Comité international de soutien aux intellectuels algériens, les manuels algériens peuvent toujours se faire buter, on s'en fout, que les gens du CISIA, qui sont certainement des intellectuels, des gens intelligents et des gens pleins de cœur, pleins d'âme, je trouve scandaleux qu'ils ne préviennent pas leurs amis algériens que la France est un pays raciste. Il faut quand même le dire. La presse française le dit et l'écrit à longueur de journée. La radio et la télévision française nous le démontrent à coups d'émissions, à coups de documentaires, à coups de reportages, à coups de films. Oui, la Commission des droits de l'homme, qui est un organisme officiel, a fait un rapport pour expliquer que la France était très raciste, et elle l'a prouvé en disant, en relevant, qu'il y a eu en 1993, ou en 1994 plutôt, 34 actes présumés racistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je rappelle qu'il y a eu, en 1994, 4 millions de crimes et délits. Voilà. 4 millions de crimes et délits. Donc 34 sur 4 millions, ça ne me paraît pas un taux extrêmement élevé. Écoutez, c'est énorme. Vous vous rendez compte que 34, ça veut dire pratiquement que tous les 10 jours, il se commet un acte raciste en France. Peut-être une injure d'ailleurs. Ça va de l'injure au graffiti, en passant par la claque dans la figure entre automobilistes, parce que c'est de ce niveau-là. Si vous avez la malchance que le gars qui vous a fait une queue de poisson soit pas blanc-bleu, et si vous lui mettez une baffe, vous êtes bon, c'est du racisme. Donc, il faut dire aux Algériens, amis, chers anciens compatriotes, car ce sont d'anciens compatriotes, il ne faut pas oublier ça. Surtout, ne venez pas en France, c'est un pays raciste.
La commission consultative des droits de l'homme l'a dit. Le président de la République l'a dit. Tout le monde le dit. Donc c'est vrai, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions le disent. Ne venez pas chez nous, c'est encore plus dangereux que chez vous. Puis en plus, c'est quelque chose de très désagréable, c'est qu'au moins quand vous vous êtes fait tuer par un type du fils, bon ben, c'est en famille que ça se passe. Vous faites buter par un militant du FLN, c'est un frère. Et vous venez en France, vous êtes tué par un franchouillard, vous vous rendez compte? C'est répugnant de mourir comme ça. Non, 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 restez mourir chez vous, ou alors, allez dans les pays frères, le Maroc, juste à gauche. Quand on regarde vers le haut, la Tunisie juste à droite quand on regarde, c'est pareil. Là, vous trouverez les mêmes conditions de vie. Il n'y a pas de racisme. Comment voulez-vous que les Marocains soient racistes? C'est impossible. Comment voulez-vous que les Tunisiens soient racistes? C'est impossible. Il y a un pays où on est encore moins raciste, je l'ai déjà dit, mais je le répète, où on ne peut pas être raciste du tout, c'est impossible, puisque ce pays est en quelque sorte le fer de lance de la pointe en diamant, c'est se dit ça? Non, la pointe en diamant du fer de lance plutôt. De la lutte antiraciste dans le monde entier, dans tous les pays, vous pouvez regarder, c'est pas moi qui le dis, les organisations antiracistes sont animées par des militants antiracistes, je dirais d'essence, par essence. Ce pays, c'est Israël. Et Israël est, en quelque sorte, la capitale mondiale de l'antiracisme. Donc, je dis à mes frères algériens, à mes anciens compatriotes algériens, ne venez pas vous faire casser la gueule en France, c'est de la folie. Allez en Israël. Vous comprenez? Voilà un pays où il faut aller. Alors, tout cela repose sur quoi, au fond? C'est toujours la même technique, c'est l'appel à la générosité, à la générosité latente chez l'individu, à la bonté, et au nom de la bonté, lui faire admettre absolument n'importe quoi. C'est pas la première fois que je me demande si c'est pas le contraire, si c'est pas, plutôt que l'appel à la bonté, une espèce de terrorisme qui consiste à dire, si tu ne fais pas ça, tu es un salaud. Oui, eh bien, ou à la culpabilité, si vous préférez. Si je ne bêle pas avec tout le monde, voilà, je serai un salaud, je ne serai pas un bon. Parce qu'en fait, tout ça repose sur quelle est la réalité de toute cette affaire. Après 14 ans de socialisme sans partage institutionnel, et peut-être beaucoup plus sur le plan idéologique, si vous voulez, qu'est-ce qu'on voit en France? On voit la misère, mais une misère absolument scandaleuse, je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. On voit que des pans entiers du territoire échappent aux lois de la République, si vous voulez. C'est ça le réel. C'est comme, vous ne savez pas si vous vous souvenez de cette publicité dans le cinéma de Monsieur Plus, vous l'avez peut-être vu si vous allez au cinéma. Ben, le socialisme, excusez-moi de l'image, elle est peut-être un peu grossière, mais c'est quoi? C'est 14 ans, c'est plus de misère, plus d'insécurité, plus de chômage. Alors, devant cette réalité absolument incontournable, parce que les gens sont dans la rue, les Français sont dans la rue, sont dans le métro, ils mendient, si vous voulez, il faut trouver un écran. Et il faut trouver surtout un miroir pour renvoyer tout de suite sa culpabilité sur les autres. Alors, vous comprenez avec cette idée de l'exclusion, c'est l'exclusion qui est responsable. Oui, donc ce ne sont plus les socialistes. Si tout le monde est coupable, si c'est la société, cette méchante, abominable société, qui est coupable, alors le socialisme n'est plus coupable. Voilà l'équation simple. Les malheureux sont et voilà avec quoi on se rachète. Vous avez tout à fait raison. Mais alors on en arrive là au point crucial de toute l'affaire, c'est que comme toujours, le pire c'est l'adhésion des prétendus libéraux à cette énorme imposture socialiste. Parce que M. Jospin dise c'est pas de la faute de 14 ans de socialisme si on en est arrivé dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, 6 millions de malheureux, des sans-abri, c'est pas du tout pour ça, c'est à cause de l'exclusion, qui est une espèce de truc qui est arrivé comme le sida. Un beau jour, on s'est mis à avoir l'exclusion. Bon, on sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et il faut lutter contre, bien entendu, par des manifestations comme le sida. C'est pareil, c'est d'ailleurs aussi efficace. Et donc c'est un propos totalement imbécile et totalement vicieux. Eh bien, vous avez M. Balladur, M. Chirac qui court derrière en frétillant et en disant oui, nous dit Lacroix, oui, il faut faire. Alors l'un dit une loi d'orientation, l'autre dit une loi programme, l'autre dit encore une autre forme de loi. Chacun a son idée. Parce qu'il croit qu'on va prendre des lois contre l'exclusion, comme une loi contre le sida ou contre les avalanches. Il suffit de dire que c'est interdit, puis ça va s'arrêter. Ils ont fait l'expérience avec le racisme, on a vu d'ailleurs, ça s'est arrêté brutalement. À partir du moment où il y a eu les lois antiracistes en France, il n'y a plus eu aucun acte de racisme. Il suffit de regarder. C'est passé à 34, nous disait tout à l'heure Henri de Lesquin, ce qui est encore 34 de trop. Hein. Enfin, les associations B'nai Brit.
ouvrez les guillemets, lance un appel à la vigilance, attire l'attention des partis de la nouvelle majorité contre toute tentation de vouloir reprendre le slogan extrémiste sur l'insécurité et les idées xénophobes à l'encontre des immigrés, fermez les guillemets. Et, alors là écoutez bien parce que c'est important, et, ouvrez les guillemets, rappelle aux représentants de ces partis leurs engagements pris au cours des forums du B'nai B'rith devant la communauté, déclaration reprise après proclamation des résultats du vote, de ne s'allier en aucun cas au Front National. Donc il s'agit bien d'engagements pris par les représentants des partis politiques français devant une instance internationale maçonnique qui s'appelle les B'nai B'rith, qui est une franc-maçonnerie israélite internationale, de ne s'allier en aucun cas au Front National, parti français. C'est-à-dire que vous avez, c'est ce que j'ai dit, moi ce qui me gêne, c'est pas du tout l'histoire que ce soit juif ou pas juif, j'en ai vraiment rien à foutre. J'ai combattu l'international communiste pendant des années, c'est du même ordre. Vous avez des hommes politiques français, qui ont prêté serment devant une instance supranationale, internationale, de ne jamais s'allier à d'autres hommes politiques français, dûment portés à l'Assemblée nationale par des élections démocratiques. Et ça, je trouve ça inadmissible. Alors, c'est pas une invention de moi, je rappelle que c'est paru dans Le Monde du 26 mars 1986, en toutes lettres. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. Il faut que vous alliez, ne serait-ce que, même si vous n'aimez pas la fête foraine, il y a des gens qui n'aiment pas la fête foraine, il faut quand même aller à la foire du trône. Parce que la foire du trône, il siège ou il existe une espèce de citoyen totalement en voie de disparition. C'est le style pionnier du vieil Ouest. C'est des gens qui disent, il ne faut pas venir m'emmerder parce qu'autrement tu vas avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire... moi, je suis prudent maintenant, je lis les autres journaux. Alors, je lis tiens, Présent, pourquoi pas. Voilà. Le Figaro découvre dans son numéro du 11 avril que les bandes de banlieue ont choisi la foire du trône comme terrain privilégié de leurs exactions. Raquettes, menaces, agressions, rixes, etc. Mais les forains, eux, sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Aux grandes dames du journaliste du Figaro, songez que les forains, ouvrez les guillemets, excédés, bousculent l'ordre établi et menacent désormais de s'en prendre directement aux casseurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'était déjà passé il y a 2 ou 3 ans, où des bandes de banlieue étaient montées pour se payer la foire du trône. Et les forains, la foire du trône, c'est leur gagne-pain. C'est là qu'ils vivent. Et ils savent très bien que s'il y a des troubles à l'ordre public, ils sont ruinés. Parce que les braves citoyens vont avoir peur de se déplacer, tout simplement. Ils ne vont pas aller à la foire. Et eux, ils vont être ruinés. Parce que c'est des gens qui ont 6 mois par an pour gagner leur vie, qui remboursent ce qu'on appelle des métiers, qui valent des millions de francs actuels. Vous avez des métiers qui valent 7-8 millions. Les grands 8, les choses comme ça vaut des fortunes. En construction, en entretien, en surveillance de sécurité, etc., etc. Donc ces gens-là sont particulièrement attentifs au respect de ce qu'on appelle la vie en société. Il y a des lois pour protéger la vie en société. Et ils entendent ne pas être emmerquinés par n'importe qui. Et il y a 2 ou 3 ans, les banlieusards, certains banlieusards, qu'on appelle des jeunes, avaient décidé de se payer la foire du trône. Ils y sont allés et ils se sont fait démolir le faciès à coups de barres de fer et de battes de baseball, à tel point qu'ils ont été obligés de se réfugier dans le commissariat de la foire du trône. Et on a assisté à cette scène absolument incroyable, des policiers chargés de la protection de la foire du trône, prenant la défense des voyous qui s'étaient réfugiés dans le commissariat contre les forains qui voulaient les dissuader de rééditer leurs exploits. Ça a calmé le jeu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Et cette année, dès l'ouverture de la foire du trône, les banlieues ont recommencé. Les jeunes des banlieues ont recommencé. Alors les forains aussi ont recommencé. Pareil, à la barre de fer et à la batte de baseball. Et naturellement, ça a beaucoup déplu aux bandes de jeunes. Il faut dire que ça s'était pas passé très bien, puisque, raconte Caroline Parmentier dans Présent, une jeune foraine
a été attaqué. Un de ses voisins s'est interposé, il a été violemment frappé à la nuque, s'est effondré assommé. Quelques jours auparavant, un autre forain avait reçu un coup de couteau au-dessus du poumon en voulant protéger les siens. Et donc, en apprenant cette agression, les forains se sont mis à plusieurs pour courser les jeunes. Ils en ont attrapé un, ils l'ont corrigé bien, c'est-à-dire que le gars, à mon avis, pendant quelques semaines, il va être retenu dans un établissement de soins généralisés, ce qui va lui l'empêcher d'aller à la fête. Il a eu sa fête, quoi. Une fois pour toutes, il l'a eu pour plusieurs semaines. Et quand les policiers sont arrivés, ils se sont enfermés, écoutez bien, c'est Caroline Parmentier qui le raconte, ils s'enferment avec les voyous de la bande dans le poste de police de la Foire. Une trentaine de forains protestent avec colère, armés de manches de pioche et de barres de fer. Nous nous sommes réunis pour protester contre l'insécurité croissante et le manque d'effectifs des forces de l'ordre, explique un membre du comité de la Foire du Trône. Je ne savais pas qu'il y avait un manège de, comment dit-on, d'euphémisme à la Foire du Trône. Nous nous sommes réunis pour protester contre l'insécurité croissante. C'est une situation unique qui empire chaque année malgré nos mises en garde. La violence n'est pas particulière à la Foire, elle est parisienne, renchérit un autre forain. C'est un endroit de fête où viennent des familles et des enfants qu'il faut protéger. C'est un homme du Moyen-Âge qui parle. Il croit qu'on est dans une société où il faut protéger les familles et les enfants. Il rigole. Nous ne pouvons tolérer qu'ils se fassent agresser sous nos yeux. C'est même des gens qui ne tolèrent pas que d'autres se fassent agresser sous leurs yeux. Enfin, c'est incroyable, vous vous rendez compte ? Donc, ils ont déclaré qu'ils avaient affaire à des bandes de racketteurs professionnels descendus des banlieues à la recherche d'un mauvais coup. Et du coup, les forains en colère semblent de moins en moins désireux d'éviter les affrontements, commente le Figaro, car c'est les forains qui devraient être désireux d'éviter les affrontements quand on attaque leur fête foraine. Les policiers redoutent notamment que la traditionnelle solidarité dans la profession favorise la création d'une milice d'autodéfense qui risquerait de faire tourner la Foire du Trône à la Foire d'Empoigne. Vous avez bien compris. Ce que redoutent les policiers, c'est pas que les voyous viennent des banlieues pour transformer la Foire du Trône en cours des miracles où on peut agresser n'importe qui, voler, taper, violer, etc. Non, non. C'est les forains qui, en se défendant, risquent de transformer la Foire du Trône en Foire d'Empoigne. Cela dit, je vous invite à aller quand même à la Foire du Trône, d'abord parce qu'il y a des métiers ou des manèges, comme on dit, nous qui sommes des civils formidables, et aussi parce que, grâce à cette arriération mentale des forains, les jeunes des banlieues sont moins tentés, voyez, de se faire la fête. Ils préfèrent faire ça entre eux tranquillement. Donc, aller à la Foire du Trône, ne serait-ce que parce que, je le signale, tous les ans, les forains, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je m'en bats l'œil, tous les ans, les forains invitent un homme politique dont le nom m'échappe pour l'instant, puisque... Comment il s'appelle déjà? Vous avez une idée, non? Non, une espèce de grand blond, enfin je sais plus. Donc il l'invite à l'inauguration de la Foire du Trône, de la fête à Neuneu. Chaque fois qu'il y a une fête, il est invité. Je n'en tirerai pas la conclusion que les forains sont majoritairement partisans du Front National, mais ce que je vois bien, c'est qu'ils sont majoritairement partisans du respect de l'ordre public, et que ça, au moins, c'est quelque chose qui nous rapproche. Voilà. Moi, je voudrais que quelqu'un, alors je ne sais pas qui, est-ce que ça peut être Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça peut être le Front National, je crois que maintenant, il faudrait lancer une énorme opération en disant, voilà, on va donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, 100 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs, à la personne qui permettra l'identification, l'arrestation et la condamnation du ou des assassins d'Ibrahim Bouharam. Pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est nous les victimes pour l'instant. Il y a Bouharam, bien sûr, qui est une victime, ça c'est clair, lui il est noyé. Mais nous, on est littéralement ensevelis, passez-moi l'expression, éloignez les enfants de l'appareil, on est depuis 15 jours ensevelis dans un tonneau de merde. Et moi je ne peux plus supporter d'être injurié par Juppé, par Collard, par Fodessila. Parce que si M. Juppé veut défendre les droits de l'homme, avant de venir emmerder le Front National et les militants nationalistes et les patriotes en France, il ferait mieux d'aller moins faire le malin, d'aller moins faire des caresses et des lèche-cuteries aux assassins chinois, aux ordures cubaines. Il ne faut quand même pas oublier que ces gens qui veulent donner au Front National et à des patriotes français des leçons de défense des droits de l'homme sont des gens qui ont reçu Castro, l'assassin, le dictateur sanglant Castro à l'Élysée il y a quelques semaines, qui sont allés faire des grâces aux dirigeants chinois, qui sont en ce moment à Moscou pour aller saluer l'assassin des Tchétchènes, qui sont en Bosnie, en Croatie, en Serbie, incapables de prendre une décision politique sérieuse pour ramener l'ordre. Ce sont des
lopettes, ce sont des dégonflés, ce sont des moins que rien, en face de n'importe quelle force, en face de n'importe quelle puissance, ils se comportent comme des trous du cul, mais en face de nous, Front National, qui n'avons aucun moyen de nous défendre, ni la radio, ni la presse, ni la télévision, ni rien du tout, ils se conduisent comme des caïds. Moi je dis que ces gens qui roulent les mécaniques en face de nous sont des ordures. C'est trop facile de faire ça. Alors maintenant, il faut qu'on tire cette affaire au clair. Il faut qu'on tire l'affaire de Carpentras au clair. Il faut que la vérité sur Carpentras soit dite. Elle est connue, la vérité sur Carpentras. On sait quel est le salaud qui a fait la profanation de Carpentras. Mais personne n'ose le dire. Parce que comme le disait M. Brun, la vérité sur Carpentras, ça aurait pour résultat de dédouaner le Front National et de faire peser un fort malaise. Et si vous voulez savoir la vérité sur Carpentras, je ne fais pas de publicité, vous n'avez qu'à lire le livre journal qui est paru ce matin. Je l'ai dit, la vérité, parce qu'il y en a marre de ce mensonge. Et il faut savoir la vérité sur l'assassinat d'Ibrahim Bouharam. Moi je pense personnellement que des gens ont payé des types pour se déguiser en skinhead et pour assassiner ce Marocain pour provoquer un incident. Parce que c'est pas possible qu'on nous explique en même temps que ces skinheads avaient des balafres sur la gueule et qu'on soit incapable de nous dire s'ils ont 20 ans ou 50 ans. Il n'y a pas un témoin qui a été capable de dire l'âge. Il y avait 2100 flics qui étaient sur place. Il y avait la brigade fluviale qui était sur place. Il y avait un joueur de saxophone qui était à 10 mètres. Il y avait un bouquiniste qui était à 20 mètres, qui a assisté à toute la scène. Personne ne s'est mis à l'eau pour sauver ce malheureux. Personne n'a pu identifier correctement ces prétendus assassins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on ne va pas arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Alors je dis, il faut donner beaucoup d'argent. Il faut dire, voilà, il y a 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs pour celui qui balancera ses ordures. Et étant donné ce que sont les skinheads, il est très probable qu'à ce moment-là, si c'est vraiment un skinhead qui a fait le coup, il s'en trouvera un pour prendre le fric et balancer ses copains. Alors j'en appelle à ceux qui sont intéressés par cette histoire. Je ne sais pas si le Front National le fera, je ne suis pas conseiller du Front National, je ne sais pas si ça sera quelqu'un d'autre. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une institution quelconque, un parti, une organisation qui prenne ça en main, qui réunisse le fric et qui dise voilà, on achète la vérité. Parce qu'il y en a marre. Puisque le pouvoir est incapable de dire la vérité, puisque la police est incapable d'éclairer cette vérité, nous on va le faire. Et on va le faire avec la seule arme qu'on ait entre les mains, et encore à petite dose, l'argent. On va payer les gens pour vendre ces salauds. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, si vous voulez participer à ça, vous me le faites savoir, soit au journal demain, soit à la radio ce soir, c'est plus possible. On ne peut plus se laisser traiter de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on est? Moi je suis un père de famille, je suis un honnête citoyen. J'ai jamais été condamné en dehors des procès de presse. De quel droit on vient me traiter de cette façon-là? De quel droit on traite Bernard Anthony de cette façon? De quel droit on traite Le Pen de cette façon? Qui sont ces gens pour nous parler comme ça? Qui est Monsieur Fodessila? D'où il vient? Qui est Monsieur Collard? De quel droit il vient nous insulter, celui-là? Le tapis du barreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui on est pour nous traiter comme ça? Moi, j'ai jamais tué personne. Moi, je ne fais pas faire de mine et de grâce à monsieur le successeur de Mao Tse-tung ou à monsieur Eltsine ou aux pires assassins. Enfin, c'est plus possible qu'on accepte ça. Il faut se révolter contre ça. On est là, on dit rien, on passe notre temps à se plaindre en disant oh là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants, c'est pas possible. Et après, on va le dimanche voter pour monsieur Chirac qui la veille nous a dit qu'on était des pourris et des pestiférés. Mais on n'a pas d'honneur, c'est pas possible. Bon, j'arrête parce que je sens que je vais m'énerver. Et puis encore une fois, ce sont les électeurs qui font la loi. Ce sont les Français en France qui font la loi. Et il s'agit là, n'en déplaise à monsieur Duhamel, Olivier, ne pas confondre avec les autres, oui. Ils ont chacun enfin, leurs caractéristiques, mais tout de même celui-là a atteint, c'est lui qui atteint les degrés de l'ignominie, n'est-ce pas? Et la Constitution elle-même organise la préférence nationale, puisque ce sont les Français qui sont électeurs. Ah, bon. Et que la fonction publique est elle-même discriminatoire. Toute la vie est discriminatoire. Si je veux entrer au comité central du RPR, on va m'interdire la porte. Je serai donc discriminé. Et si je veux aller Vous êtes candidat? Comment? Je ne suis pas candidat, mais si je veux aller déjeuner au golfe de Saint-Cloud, eh bien, n'étant pas membre, on m'en refusera l'entrée, etc., etc., etc. Le collectif budgétaire se traduit par une augmentation des impôts. Or, rappelons
l'analyse du front sur les causes du chômage. Fiscalisme, libre-échangisme international, immigration. Tant qu'on ne touchera pas de façon directe et ferme, énergique, à ces trois causes, il n'y aura pas d'amélioration de la situation du chômage, mais au contraire, une dégradation continuelle que l'on pourra masquer par des artifices comme l'ont fait tous les gouvernements qui se sont succédés. On fera des plans, on fera des contrats, on fera des accords, on fera tout ce qu'on voudra, mais si on ne touche pas aux causes, on ne réduira pas les effets. J'avais prévu de poser à Jean-Marie Le Pen une question sur cette affaire de Douai, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Des bandes arabes constituées en commando, en patrouille, nous dit la presse locale, en patrouille, ont traqué 2 soldats du contingent appartenant d'ailleurs à la communauté néo-calédonienne, et en ont tué un et ont très grièvement blessé un deuxième. Alors ça, c'est un phénomène courant, ça arrive très, très souvent, on sait, mais ce qui est extraordinaire, c'est le silence absolu, la censure totale qui a été exercée sur cette affaire. Ça, c'est une longue histoire. La politique qui conduit à la guerre civile en France est une longue histoire faite de recul, d'abandon, un quartier immigré. Or, les immigrés ont fait savoir que le spectacle de cette armée, se promenant ainsi dans les rues, lui était scandaleux. Comme en pays conquis. Lui était scandaleux. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, l'autorité militaire a fait contourner la ville par les camions. Ben, voilà. Bon, au bout de cela, il y a l'affrontement, il y a la guerre civile qui aura été mijotée, concoctée par les gouvernements de la République. Voilà. Quand l'État ne fait pas respecter son autorité, quand à toute occasion la prime est donnée aux violents, n'est-ce pas, sur les pacifiques, et aux étrangers sur les Français, surtout quand des étrangers sont des délinquants, ben, on récoltera les fruits empoisonnés de cette politique. Monsieur Le Pen, je regrette de vous dire que beaucoup de gens, des Arabes, des nègres, je vis dans un pays de nègres, je suis au Sénégal, et les nègres au Sénégal, c'est pas péjoratif, du tout. Donc, eh bien, il y a des nègres dont vous êtes le symbole. Il y a des nègres dont vous êtes le modèle, qui disent, mais nous, ici au Sénégal, on en a marre des Maliens, des Guinéens, de tout ce qu'on veut, qui viennent, qui rentrent dans notre pays, qui ne payent pas d'impôts, qui s'installent, qui prennent nos maisons, et on ne fait rien parce que le gouvernement... Vous êtes un modèle dans certains cas-là, et dans beaucoup de gens que je connais, et je ne connais pas les moindres, je connais le président de la République sénégalaise, je connais des ministres sénégalais, je connais beaucoup de gens au Sénégal, et vous êtes un des modèles. Malheureusement, le langage, il ne faut pas incriminer les gens qui ne vous comprennent pas. Vous ne parlez pas le langage qu'il faut, je suis désolé de vous le dire. Vous êtes en train de parler de racisme, et vous n'êtes pas raciste, je vous connais, vous êtes venu chez moi, vous avez vous avez dîné avec un noir, un nègre, un évêque qui a dîné à côté de vous, il est parti enchanté de vous avoir... Pourquoi? Je lance surtout un appel à tous ces gens qui sont retraités et qui bien souvent ont perdu un but dans la vie, pour leur dire que la politique c'est quand même l'activité la plus noble et que je peux en témoigner par tout ce que je vois autour de moi et par mon exemple même, puisque moi j'ai l'âge de la retraite, n'est-ce pas? Eh bien, que la politique, ça rajeunit. D'ailleurs, le don de soi, ce qu'on fait pour les autres, généralement, ça vous rajeunit et ça vous permet d'avoir un but, un noble but dans la vie. Et par conséquent, tous les gens, hommes ou femmes, qui sont retraités, et pas seulement eux, bien sûr, j'appelle aussi les jeunes à s'engager. Mais ceux-là peuvent trouver dans la vie civique et dans la vie politique véritablement une raison de vivre particulièrement passionnante.